Alors, moi je vais vous parler des conditions mentales du changement et par conséquent aussi des obstacles mentaux au changement. C'est au fond le sujet principal de mon intervention. Alors, à lire certains des derniers travaux de Dominique Bourg, j'ai été frappé par la description récurrente qu'il donnait du paradigme mécaniste qui, selon lui, caractérise notre modernité et qui nous a menés à toutes les impasses que nous connaissons aujourd'hui. Sous ce paradigme, je cite, « Tout est une affaire de relations entre des corps dépourvus d'intériorité ». C'est la définition du paradigme mécaniste. Le mécanisme explique tout changement par des causes matérielles de proche en proche et a finalement abouti dans notre civilisation à la séparation très concrète entre un monde humain artificiel et la nature, celle-ci étant considérée comme un stock de ressources à disposition. Et ce paradigme mécaniste, donc, malgré tous ses avantages par ailleurs, se heurte aujourd'hui, selon Dominique Bourg, aux limites écologiques qu'il a jusqu'ici superbement ignorées. Or, ce qui me frappe, c'est que l'avènement de ce paradigme mécaniste, marqueur de notre civilisation, est lui-même décrit en termes mécanistes par Dominique Bourg. Il a une approche mécaniste du paradigme mécaniste lui-même. Cela veut dire qu'il décrit l'avènement de ce paradigme en termes objectivistes, c'est-à-dire comme la résultante d'un ensemble de phénomènes qui se déroulent par-dessus la tête des acteurs. Comme il le disait, tout est une affaire de relations entre des corps dépourvus d'intériorité. Il considère cet avènement, selon une métaphore révélatrice qu'il mobilise plusieurs fois, comme le géologue observe le mouvement des plaques tectoniques. C'est ainsi que dans le grand tournant de la fin du Moyen-Âge, la science est devenue opératoire et a remplacé les mythes, là je cite Dominique Bourg, le progrès technique a séparé l'homme de la nature, les guerres de religion ont stimulé la sécularisation et ont produit en creux un consensus par défaut sur la valeur du bonheur terrestre et de l'accroissement continu des richesses, mais aussi politiquement sur la démocratie. Ce sont toutes ces causes, énoncées en ces termes, qui ont achevé de consolider le paradigme mécaniste que nous sommes aujourd'hui sommés de corriger face à l'urgence écologique. Alors, j'aimerais pour ma part attirer l'attention, comme je l'ai dit, sur les causes mentales des crises systémiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui, causes mentales qui échappent par nature à une approche objectivante de ce type. Ce sont ces causes mentales qui nous ouvriront au problème de la temporalité qui nous occupe dans ce séminaire. Et dans ce qui suit, j'aimerais donc succinctement mettre en évidence ce qui constitue à mes yeux l'obstacle mental majeur au dépassement des chemins de dépendance qui nous mènent actuellement dans le mur. Obstacle mental dont une approche par trop objectiviste ne permet pas à mes yeux de rendre suffisamment compte. Il se trouve que le paradigme mécaniste dont nous parlons, qui consiste donc à voir dans le monde une concaténation de causes et d'effets affranchie de tout finalisme, ce paradigme, sceau de la modernité, est historiquement lui-même l'effet ou le symptôme de la rupture décisive dans notre culture que fut la révolution nominaliste du XIVe siècle. Révolution considérable qui a pavé le chemin intellectuel de l'empirisme moderne, avec sa foi dans les données de l'expérience individuelle, du rationalisme moderne, avec sa foi dans les pouvoirs de la raison calculatrice, de la morale moderne, foi dans l'autonomie individuelle, laquelle culmine dans les droits de l'homme, foi dans, non pas foi, mais elle a pavé le chemin aussi à l'économie moderne, avec sa foi dans l'agent opportuniste rationnel, pavé le chemin aussi de l'esthétique moderne, avec sa foi dans la force d'expression individuelle, et de la politique moderne aussi, foi dans le modèle démocratique contractualiste. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que la révolution nominaliste a inauguré le bouleversement le plus radical de la civilisation occidentale. Il est donc également à la source du paradigme mécaniste, impensable
sous le régime de la pensée téléologique. Mais du point de vue qui m'intéresse ici, aujourd'hui, c'est-à-dire du point de vue anthropologique et mental, donc, la signification majeure de la révolution nominaliste a été l'avènement de la libre volonté, de la volonté comme organe de la liberté, selon l'expression heureuse d'Olivier Boulnois, dont j'ai remarqué que lui-même l'empruntait à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. C'est classique. Donc, l'invention de la volonté, faculté par ailleurs inconnue de la philosophie aristotélicienne et antique en général. C'est une chose qui mérite d'être rappelée. À partir de la révolution nominaliste, c'est la volonté, faculté de liberté, de choix et d'action, qui occupe la première place dans l'organigramme mental de l'individu, et non plus la raison contemplative, comme chez les anciens jusque-là. À la suite de Duns Scotus et de Guillaume d'Occam, la volonté sera conçue comme cette faculté capable de se donner à elle-même ses propres fins. Conformément à l'argument de Duns Scotus, selon lequel si l'objet n'attire pas la volonté sur le mode de la causalité efficiente, c'est-à-dire si ce n'est pas l'objet qui est cause de mon vouloir, c'est qu'en le voulant, la volonté agit en quelque sorte de son propre chef. Et cela, chez Scott, il faudrait développer ça, mais cela sans la médiation, sans passer par la médiation de ce qui est naturellement bon, comme chez Aristote. Une idée scotiste, donc, qui culminera dans la notion kantienne, emphatique, de l'autonomie de la volonté. Mais quelles que soient les voies argumentatives nombreuses qui ont été empruntées, le fait est que le nominalisme du XIVe siècle marque l'entrée en scène du primat de la volonté, faculté d'orientation d'action. Par ce primat, le refus nominaliste des essences se convertit en anthropologie de la puissance, qui va faire de l'action volontaire le cœur battant de l'existence humaine. Il est à noter que cette découverte ou invention de la volonté comme faculté de libre orientation d'action a simultanément représenté une source de désorientation de l'action, dans la mesure où, privée d'une assise métaphysique ancrée dans un ordre finalisé du monde, cette volonté sera contrainte de trouver elle-même les critères stables de son action. La vision analytique et désenchantée de la nature, appréhendée sous le paradigme nominaliste mécaniste, qui en fait un pur objet de connaissance, prive donc l'action humaine de toute orientation pratique ou morale indexée à la bonté présumée du monde. La volonté ne reçoit plus ses déterminations du monde objectif. C'est ça le fait fondamental. C'est d'ailleurs là le sens de la fameuse distinction humienne et typiquement nominaliste entre is et ought. À la raison, les tâches descriptives et calculatrices, à l'esprit subjectif, la libre détermination de ce qui doit être. C'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire, c'est un peu emphatique, mais pas exagéré, de dire que, de ce point de vue, la modernité est cet effort continué de trouver des principes à cette volonté désormais livrée aux seules forces de l'esprit qui l'héberge. Dans un univers devenu nominaliste, la question morale fondamentale est de savoir à quoi ou par quoi lier la volonté. Volonté souveraine, désormais déliée de tout ordre naturel des choses. Ainsi, le nominalisme théologique des origines, celui de Scott et d'Occam, a trouvé ces principes moraux, non pas donc évidemment dans la bonté du monde, ce qui reconduirait le paradigme métaphysique ancien, mais dans l'a priori des commandements divins, énoncés de potentia absoluta, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être différents. Dieu aurait pu commander que la haine du prochain soit méritoire. De potentia absoluta. Donc le nominalisme théologique a trouvé donc ces principes dans les commandements divins. Le nominalisme politique a trouvé ces principes
dans l'accord contractuel des volontés individuelles liées par un acte démocratique. C'est le principe du contrat social. Le contrat social est la solution philosophique au problème nominaliste de la liberté des volontés. Kant, par exemple, le trouve dans les commandements de la raison humaine. Les utilitaristes le trouvent dans leur calcul de bien-être. L'individualisme libéral contemporain dans la jouissance des libertés subjectives d'action. Ce putsch nominaliste de la volonté fut le geste initial qui a permis aux individus et aux communautés de se comprendre comme les libres auteurs de leurs actions, les libres initiatrices de projets inventant l'avenir, auxquels la volonté elle-même n'avait pas à poser de limites, s'ouvrant le chemin de mondes artificiels, littéralement infinis. Artificiels non pas au sens de façonnés par la technique, mais au sens de voulus par la libre volonté souveraine. Chez Descartes, c'est précisément l'infinité de la volonté qui, en moi, me fait reconnaître la ressemblance avec Dieu. La volonté étant la seule faculté dans l'esprit humain à n'être, dit-il, je cite Descartes, la seule faculté dans l'esprit humain à n'être renfermée dans aucune borne. Renfermée dans aucune borne. Je ne développe pas, mais exactement comme la volonté divine toute puissante, qui agit de potentia absoluta, sans aucune borne. Du Léviathan au posthumanisme, en passant par la Révolution française et la victoire du capitalisme industriel et financier, partout se manifeste désormais la même emprise de la volonté infinie, sans limite, faculté moderne par excellence, faculté d'affranchissement de toutes les pesanteurs factuelles, dont au demeurant Hegel énonçait parfaitement le principe d'indétermination au paragraphe 5 de sa philosophie du droit. Paragraphe 5 qui par ailleurs semble résumer Occam, enfin c'est le moment occamien, je dirais, de la volonté, peu importe. Cette intronisation moderne de la volonté, conception qui nous gouverne encore, a eu entre autres conséquences majeures de profondément modifier la relation au temps. Le geste de Scott et d'Occam, visant à découpler la volonté d'un bien qui lui serait naturellement donné. Ce geste, qui veut donc arracher la morale humaine à la métaphysique, a son pendant dans la conception correspondante du temps. Chez Aristote, comme on sait, le temps est une saisie quantitative par l'âme de la succession des parties d'un mouvement physique. Mouvement ultimement référé à un mouvement privilégié, ce que Aristote doit faire pour éviter la pluralité des temps, ou la pluralité du temps. Ce mouvement privilégié chez Aristote est le mouvement céleste de la première sphère, ce qui assure en quelque sorte l'ancrage ontologique du temps dans le cosmos. Alors de même que pour Aristote, l'action humaine tend à un but qui est son bien naturellement donné, le temps est ontologiquement indexé sur le mouvement des astres. La rupture nominaliste, sur ce point, parallèle à la rupture morale, va consister à désontologiser le temps, à le couper de toute réalité qui serait temporelle sui generis, indépendamment de l'âme, et à le définir comme simple mesure différentielle, non pas comme indexé à une réalité de référence, mais comme simple comparaison de quantités entre elles. Comme le dit Jean-Luc Solaire, je cite, « Occam prend au pied de la lettre la déclaration d'Aristote, le temps est la mesure du mouvement. » Fin de citation. Le temps n'est que cette mesure, et il est inutile d'hypostasier un être du temps. On reconnaît là le rasoir d'Occam. Le temps n'est qu'un étalonnage des mouvements entre eux, il n'a pas de réalité autonome. Le temps est donc réduit à sa fonction métrique. Je fais un petit saut ici, mais l'économie d'aujourd'hui, l'économie mainstream pour préciser, science nominaliste par excellence, l'économie, rajoute une couche de calcul nominaliste à cette conception nominaliste du temps en calculant la valeur du temps par l'argent. Je vais fermer la parenthèse. Ce qui importe ici, c'est que dans ce mouvement nominaliste de déconstruction ontologique,
le temps est désindexé de tout référent ontologique, précisément, et se trouve simplement rapporté à l'acte même de mesurer ou de payer, et donc à un acte de l'intellection humaine. Si l'on met maintenant ce geste en rapport avec l'avènement nominaliste du primat de la volonté que j'évoquais à l'instant, on comprend qu'il y ait une spécificité dans l'approche nominaliste du temps. Et celle-ci consiste à en faire un corrélat de l'action. Pour le dire vite, je dirais que le nominalisme aborde le temps sous le prisme de son rapport à l'action volontaire. C'est ainsi que, sous le paradigme nominaliste, le temps est appréhendé à travers sa signification pour l'action. Le passé est globalement dévalorisé, comme une entrave dont il faut s'affranchir pour libérer l'espace des possibles. Le présent est le moment même de l'action et de la création du neuf au sein du monde des phénomènes. Quant au futur, il est valorisé en tant qu'espace des possibles à réaliser. Il s'agit du futur immédiat, du futur pratique, qui dépend directement de l'action, mais il est en même temps, et pour cette raison même, cognitivement appréhendé comme un facteur d'incertitude. Le temps devient facteur d'incertitude, incertitude qu'il faut pouvoir calculer afin d'être capable de la réduire. Comme l'ont éloquemment montré les travaux déjà anciens de Jacques Le Goff, le XIVe siècle est l'époque où, à travers l'activité marchande qui commence à s'organiser en réseau, je cite, « le temps devient objet de mesure ». C'est ainsi que le temps des marchands commence à se développer en parallèle avec le temps de l'Église, ce qu'il appelle le temps de l'Église. Comme il le dit, je cite, « Pour le marchand, le milieu technologique superpose un temps nouveau, mesurable, c'est-à-dire orienté et prévisible, au temps à la fois éternellement recommencé et perpétuellement imprévisible du milieu naturel. » Fin de citation. C'est donc dans le même esprit typiquement nominaliste de maîtrise de la sphère d'action que sont nées dans la foulée la science des probabilités et la science des statistiques, comme le montrent les travaux d'Olivier Rey. Et plus généralement, c'est dans ce même esprit que notre monde s'est recouvert d'une camisole de nombres visant à conjurer l'incertitude qui lui est inhérente. La gestion nominaliste du temps s'inscrit donc dans le cadre très général de l'extension du domaine de l'action, de la vita activa, et de l'avènement de la volonté qui lui est corrélée. À la primauté de la volonté correspond ainsi, dans l'ordre temporel, la primauté du futur, site de tous les projets de la volonté libre, volonté désormais muée en organe du futur. L'expression est de Hannah Arendt. La temporalité elle-même se trouve donc enrôlée dans l'anthropologie de la puissance, dont la faculté de volonté est le muscle mental. C'est de cette révolution dont nous sommes les héritiers et qui déploie sous nos yeux ses conséquences systémiques affolantes. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que cette révolution est d'abord et avant tout une révolution mentale. Parce que pour pouvoir faire advenir le règne mécaniste des sciences et des techniques, pour pouvoir généraliser la logique marchande, puis le productivisme, pour pouvoir accorder à chacune et à chacun une sphère d'action intangible par l'attribution des droits humains, il a d'abord fallu faire de la volonté l'organe de la liberté et accorder aux individus la capacité de se comprendre eux-mêmes comme dotés d'une puissance pratique propre et autonome. Aucun de tous les phénomènes systémiques qui nous accablent aujourd'hui n'aurait été possible sans cette apologie d'une volonté désencastrée de l'ordre du monde, qui est au cœur de toutes les politiques de défense des droits à l'autonomie individuelle aujourd'hui, en Europe comme dans tous les pays démocratiques constitutionnels modernes. Et je considère cette révolution comme mentale, dans l'exacte mesure où elle a obligé individus et sociétés à réviser la conception qu'ils se faisaient d'eux-mêmes et du monde, à la lumière de ce nouvel organigramme de l'esprit qui permettait de voir le monde comme une totalité qui nous fait face et qui est à notre disposition cognitive et pratique. D'un point de vue historique, je crois que deux phénomènes ont durablement confirmé et stabilisé
cette nouvelle relation de l'individu au monde. D'une part, la dynamique capitaliste de la société a largement contribué à asseoir cette vision des choses, en accoutumant l'individu à exercer sa capacité d'action, en l'occurrence dans la sphère marchande de la consommation. Dans le monde occidental, l'esprit humain s'est trouvé tendanciellement encapsulé dans une sphère de liberté délimitée par l'horizon de la marchandise. Il en est résulté une forme d'affadissement libidinal de la fière volonté nominaliste, qui était au départ extrêmement émancipatrice, évidemment. Recroquevillée sur sa liberté d'action consumériste, la volonté s'est progressivement trouvée emmêlée par toute la zone de confort qui était désormais à sa disposition. C'est ce phénomène qu'Herbert Marcuse a baptisé du nom de désublimation répressive, par où il voulait dire que les satisfactions libidinales permises par toute l'économie capitaliste du bien-être se payaient au prix d'un formatage consumériste de l'esprit, qui liait les individus plus solidement qu'aucun système auparavant à l'état de choses existant, à la positivité de l'état de choses existant, à la société telle qu'elle est. C'est l'aspect répressif. Pour le dire autrement, sous prétexte d'un bien-être matériel accru, les individus ont vu leur choix restreint à un éventail d'options prédéterminées par le marché. D'autre part, deuxième phénomène qui a stabilisé l'individualisme nominaliste, ce devenir capitaliste de nos sociétés a été politiquement redoublé et comme cimenté par l'évolution du droit dans nos États constitutionnels modernes. Les droits individuels ont été progressivement constitutionnalisés. La constitutionnalisation des droits de l'homme a fait de l'État le garant de la défense des droits et libertés individuelles. À partir de ce moment, l'individu n'avait plus à lutter en permanence pour la conquête de sa sphère de liberté. Elle lui était désormais accordée. Il n'était plus en charge que de la mettre en œuvre. La conception nominaliste de la volonté libre est donc devenue le cadre normatif suprême de nos États constitutionnels modernes qui tous gravitent autour du respect de l'autonomie de la volonté. Elle est l'ADN de toute notre architecture normative. Or, cette évolution qui s'est amorcée au XIVe siècle et qui s'est déployée progressivement sur des centaines d'années s'est trouvée récemment extraordinairement renforcée et augmentée par l'extension du numérique qui a rivé l'esprit à sa médiation technique comme jamais auparavant. L'individu nominaliste a trouvé dans le numérique un dispositif technique parfaitement adapté à la conception qu'il avait de lui-même. Souverain dans sa volonté, garanti dans ses droits, libre dans sa bulle, maître de ses petites décisions, il peut désormais, devant ses écrans, gérer son existence en opportuniste libidinal à partir de l'ensemble des données mises à sa disposition. À travers le médium numérique, le monde lui apparaît à portée de main pour la plus grande satisfaction de ses moindres désirs et volontés. Comment une telle évolution aussi massive n'impacterait-elle pas en profondeur l'esprit humain? Elle le fait évidemment. Cette situation nouvellement créée plonge l'esprit dans un univers de données comme dans un nouveau milieu naturel. La numérisation du monde accoutume ainsi l'esprit à se mouvoir légitimement et en toute quiétude dans un monde sous commande du traitement de données. Monde où l'entièreté du réel se réfléchit à partir de fonctions à satisfaire. Monde sommé de répondre à toute sollicitation qu'il est techniquement apte à accueillir. Mais ce que j'aimerais prioritairement souligner ici pour notre propos, c'est l'impact de cette évolution quant à la perception de la temporalité. Déjà, Ivan Illich notait que dès le XVIIe siècle, je cite, « Les Européens commencèrent à effectuer des opérations relevant d'un nouvel état d'esprit, gagner du temps, rétrécir l'espace,
accroître l'énergie, multiplier les biens, jeter par-dessus bord les normes naturelles, prolonger la durée de la vie, remplacer les organismes vivants par des mécanismes qui les simulent ou amplifient une fonction particulière. Fin de citation. Magnifique anticipation, mais qui reste une pâle esquisse au regard du régime auquel le numérique soumet aujourd'hui l'esprit. D'un point de vue temporel, ce régime est celui de l'immédiateté ou de l'instantanéité, et en particulier de l'immédiateté ou de l'instantanéité cybernétique. On oublie trop souvent que le paradigme scientifique qui gouverne le numérique dans son ensemble, c'est la cybernétique. Alors je rappelle, voilà, un peu scolairement, que la cybernétique, c'est donc, ça vient du grec Kubernetes, qui veut dire pilote de navire ou timonier. Cybernétique, c'est le nom que le mathématicien Norbert Wiener a donné à la nouvelle science, à cette nouvelle science, née dans l'écosystème de son laboratoire du MIT pendant la Deuxième Guerre mondiale. Née pour résoudre des problèmes balistiques, il s'agissait de savoir comment abattre un maximum d'avions en un minimum de temps. La cybernétique est entre-temps devenue un paradigme d'explication de tous les comportements téléologiques, c'est-à-dire visant un but, qu'il s'agisse de machines, d'animaux ou d'humains. Pour la cybernétique, poursuivre un but signifie effectuer un output, l'action réalisant le but, à partir d'inputs sensoriels organisés grâce à un organe de décision central, par exemple pour les humains, le système nerveux. Ainsi fonctionnent les ascenseurs ou les thermostats et aussi, on l'aura compris, les humains. La liaison entre les inputs et les outputs s'effectue grâce au feedback, la rétroaction, à savoir l'information en retour que le système reçoit pendant le déroulement de l'action, en direct, si vous voulez, comme par exemple quand on conduit, si on se sent déporté vers la droite, on ramène la voiture vers la gauche. Ou bien comme le thermostat qui s'enclenche ou se déclenche à partir d'un certain niveau de température. La cybernétique est une science nominaliste et mécaniste des causes efficientes et des effets immédiats. La temporalité cybernétique est la temporalité de l'immédiateté de l'input et de l'output, de la question et de la réponse, du message et de sa réception, d'un code et de sa traduction, de l'information récoltée et du déclic de l'action. C'est la temporalité de la communication en temps réel, celle de la transmission automatique d'informations, et c'est celle-là même qui gouverne l'ensemble du système numérique. Sous l'égide du numérique, chaque être humain apparaît comme un système de traitement de l'information et simultanément comme une information à traiter. Ce qui est par ailleurs au principe même du capitalisme de surveillance qui fonctionne par extraction massive des données utilisateurs. Nul n'aura donc de mal à voir le lien de continuité entre la cybernétique, encore mécanique des débuts, celle de Norbert Wiener, et celle informatique et numérique d'aujourd'hui. En effet, devenu pour chacun partenaire obligé de la vie sociale, le numérique met inévitablement ses utilisateurs, vous et moi, en position d'opérateurs cybernétiques, l'incorporant malgré lui dans ce vaste système de communication où, connecté, il change de rôle en fonction de sa position dans le système, à la fois bénéficiaire des informations qu'il cherche dans le système et source d'informations pour le système. Mais l'utilisateur, on parle toujours d'utilisateur, l'utilisateur du numérique. L'utilisateur dont on parle communément, c'est en réalité l'esprit de l'utilisateur. Quoi d'autre? Cet esprit qui se trouve ainsi enrôlé sur une scène dont il ne connaît pas les codes, mais dont il accepte le fonctionnement. Dès qu'il entre sur cette scène, il devient l'objet de sollicitations cybernétiques, du simple fait qu'il est lui-même un vecteur d'information. Il devient ainsi cible pour le système, soit qu'il est ressource d'information, input pour le système quand il traite nos données, quand il traite nos données à des fins statistiques, de profilage, de surveillance, de contrôle, alimentant ainsi le ventre mou des big data.
soit destinataire d'informations envoyées par le système. Dans les deux cas, c'est l'esprit des utilisateurs qui est visé, une fois comme source, une fois comme cible. Tel est le principe de l'immixtion numérique dans la vie de l'esprit, sous lequel pointe ce que je crois être le danger le plus fondamental, celui du devenir cybernétique de l'esprit. Pris dans ce maillage cybernétique, l'esprit apprend tout naturellement, aussi naturellement qu'on apprend sa langue maternelle, à se comporter en acteur cybernétique, adoptant automatiquement ses manières de faire, sachant transformer ses inputs en outputs, aguerri à formuler des buts et objectifs. Par exemple, je viens de voir qu'il y a des cours de prompt pour aller sur ChatGPT. Donc on enseigne, c'est une matière d'enseignement maintenant, d'enseigner à s'adresser à la machine. Et donc, l'esprit devient, puisqu'il baigne, si vous voulez, dans cet écosystème numérique et cybernétique, l'esprit devient habile à optimiser ses comportements et à s'orienter dans le monde par data interposée. À monde cybernétique, esprit cybernétique. En imposant à l'esprit sa relation au monde, le numérique lui impose son régime temporel, tout entier organisé dans un esprit typiquement nominaliste autour de la capacité immédiate d'action, une capacité non différée, non transcendée, non sublimée. Comment la vie de l'esprit ne serait-elle pas affectée par ce lien désormais ombilical à l'écosystème informationnel que lui-même alimente? On voit donc le hiatus qui semble infranchissable entre la temporalité de l'esprit, qui, désormais forcé à ce concubinage obligé avec le numérique, est engagé sur la pente de son devenir cybernétique, et la temporalité écologique. Donc le hiatus entre cette temporalité de l'esprit, emportée sur sa pente cybernétique, et la temporalité écologique, qui obéit à des effets différés et généraux, à des causalités d'abord insensibles, déployant des effets lointains, indirects, bien au-delà de la sensibilité immédiate et des actions ponctuelles des individus nominalistes jouissant de leur petite liberté subjective consacrée par le droit. C'est pourquoi le grand décalage des temporalités se joue d'abord au niveau de l'esprit, au niveau de ce formatage pratique de l'esprit que représente la vision globalement nominaliste du monde et le régime temporel qui l'implique. C'est le triomphe général du nominalisme de la volonté, puis l'extension du numérique, qui a généralisé le régime temporel de l'immédiateté pour lequel le nominalisme avait déjà une appétence native, favorisant ainsi le devenir cybernétique de l'esprit. C'est ce triomphe donc qui a façonné et façonne devant nos yeux le psychisme humain à grande échelle et qui rend l'esprit si étranger aux considérations dépassant sa sphère d'action immédiate. Le nominalisme ambiant a configuré l'esprit à une temporalité de l'immédiateté libidinale, dont les effets cumulés produisent des crises systémiques que l'éthique des droits individuels ne peut plus résoudre. Le productivisme et l'extractivisme que l'on critique tant, et à juste titre, ainsi que le paradigme mécaniste qui les sous-tend, ne sont eux-mêmes que les effets ou les symptômes de cette révolution du mode de pensée qu'a signifié la lente et progressive victoire du nominalisme et de sa conception d'une volonté littéralement illimitée. Rien dans cet univers n'incite le sujet nominaliste à l'intelligence des limites, pour reprendre la belle expression de Patrick Thor. L'extension du numérique a donné à cette illimitation son expression techniquement adéquate, par une mise en information du monde à travers laquelle ce monde peut apparaître comme possiblement aligné sur les désirs et volontés des individus placés sous le régime de l'instantanéité et du court terme.
c'est cette situation mentale qui crée et aujourd'hui accentue le hiatus des temporalités entre un individu nominaliste jaloux de ses libertés subjectives, garanties par l'éthique des droits, et la temporalité de l'écologie placée sous les auspices du long terme. Une fois que l'on a diagnostiqué les sources mentales de nos crises systémiques, force est de constater que nous ne sommes éthiquement et politiquement pas équipés pour y remédier. Car le cadre éthique et politique de toute action démocratique aujourd'hui reste le nominalisme individualiste des droits. Au-delà de toutes les analyses philosophiques, je crois que la preuve la plus éclatante en a été donnée il y a 2 semaines, avec la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme d'un État, la Suisse, pour son inaction climatique. Je sais bien l'enthousiasme qu'a provoqué cette décision auprès des mouvements écologistes, notamment parce que cette décision est censée faire jurisprudence. Et même si je me réjouis que la défense du climat devienne ainsi l'objet d'une obligation juridique, je ne peux que déplorer que cela doive se faire par le levier de la défense des droits individuels, en l'occurrence le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette stratégie juridique illustre plutôt à mes yeux le tragique de la situation dans laquelle nous met aujourd'hui le droit contemporain, déchiré entre la défense des droits individuels, qui sont son seul horizon normatif, et l'enjeu global de l'urgence climatique, qui requerrait un tout autre horizon normatif que celui des droits individuels de l'individu nominaliste. Le droit est obligé de passer par la défense des droits et libertés individuelles pour défendre le climat. Mais qu'adviendra-t-il lorsque devront être mis en cause ces droits individuels perçus comme fondamentaux, que sont par exemple le droit à une consommation illimitée, le droit au déplacement, la liberté d'entreprendre des sociétés d'aviation low cost ou des entreprises d'extraction de matériaux fossiles? Soit le droit climatique devra capituler devant les exigences de ces droits fondamentaux, soit notre système juridique va exploser sous le poids de ces impératifs climatiques qui lui sont par nature complètement étrangers. Plutôt donc qu'une grande victoire ouvrant à des équilibres retrouvés, la récente décision contre la Suisse est à mes yeux l'ultime rictus que le droit nominaliste est capable d'adresser à un monde en perdition. Pour renoncer à l'anthropologie nominaliste de la puissance, pour réduire le décalage des temporalités qui nous conduit dans le mur, pour faire accéder l'individu à l'intelligence des limites, ce n'est donc plus d'une éthique des droits dont nous avons besoin, précisément parce que celle-ci nous enferme dans la temporalité étroite de notre puissance d'agir individuelle, mais d'une éthique de l'esprit, d'un esprit non nominaliste, ouvert à ce qui le relie plutôt que conforté dans ce qui l'isole. Pour agir à la source mentale de cette auto-perception souverainiste que l'individu nominaliste a de lui-même, nous avons besoin d'une éthique qui dépasse l'éthique des droits individuels, qui enferme chacun dans sa bulle de temporalité pratique. Vaste programme, dira-t-on. Mais c'est dans ce sens pourtant que j'avance la proposition que l'on déclare l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, comme on l'a fait pour les fonds marins. Ce serait là une arme symboliquement très forte pour protéger l'esprit contre son devenir cybernétique et son rétrécissement temporel. J'ai bien conscience qu'une telle proposition n'est évidemment pas une solution clé en main, au sens par exemple des 35 propositions pour le changement que formule Dominique Bourg avec quelques collègues dans Retour sur Terre, et qui vont de l'établissement de nouveaux indicateurs, à la fin des paradis fiscaux, à l'arrêt de subventions aux énergies fossiles, en passant par le renforcement de la fonction publique, par exemple. Mais c'est une proposition, celle de déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, c'est une proposition qui fixe le cadre normatif de toutes les solutions possibles. Parce que je suis personnellement persuadé
que si l'on veut agir sur les comportements, mais aussi sur les institutions, il faut d'abord agir sur l'esprit. Et qu'on ne pourra le faire qu'en lui réapprenant à aimer la vie et le vivant au-delà de lui-même, au-delà de ses droits et libertés individuelles, au-delà de sa sphère immédiate de puissance d'action et du régime temporel qui lui est lié. L'intelligence des limites ne lui viendra qu'avec un sens de la transcendance retrouvé, ce qui suppose de sortir de la fragmentation individualiste que le nominalisme nous a laissé en héritage. Je vous remercie.